Comme tous les lundis, rencontre avec un sénateur. Aujourd'hui, nous vous emmenons sur le plateau de Saclay en compagnie du sénateur socialiste Michel Berson. Depuis des années, il soutient la création de ce pôle scientifique et économique d'envergure mondiale qui doit à terme regrouper 20% de la recherche française. Malgré quelques zones d'ombre et des incertitudes sur son financement, visite guidée signée Quentin Calmet. Je suis Michel Berson, le sénateur de l'Essonne et nous sommes sur le plateau de Saclay, plus précisément à l'école Supélec. Supélec, c'est une des 9 grandes écoles implantées sur ce territoire. Universités, écoles d'ingénieurs et organismes de recherche, tous emménagent ici sur un grand campus. En 1998, lorsque j'ai été élu président du Conseil général de l'Essonne, j'ai compris tout de suite que sur le plateau de Saclay, il était en train de se passer quelque chose. On a donc là un écosystème tout à fait remarquable où on fait de la recherche scientifique, de l'enseignement supérieur de très haut niveau, de très grande qualité et de l'innovation technologique. Et pour tous ces acteurs, une ambition, apparaître dans le classement mondial des pôles de recherche et ainsi rivaliser avec la Silicon Valley ou encore Cambridge. Et il faut que la représentation nationale soit tenue informée de très très près de ce qu'il se fait. On a le sentiment aujourd'hui qu'on n'a peut-être pas exactement les cadres adéquats pour progresser vers une université suffisamment intégrée pour apparaître dans les classements internationaux. Député de l'Essonne pendant 15 ans, puis président du Conseil général et désormais simple sénateur, Michel Berson a assisté aux étapes de l'installation du campus, plus qu'une simple cité universitaire. On a su préserver les espaces paysagers, naturels, agricoles, et puis les zones urbanisées très très anciennes avec la vallée, et puis sur le plateau, les constructions nouvelles. Prochaine étape, intégrer le plateau de Saclay au Grand Paris via la ligne 18, une nouvelle ligne de métro qui doit être inaugurée en 2024, et ainsi développer la vie autour, comme le dit le sénateur. Quand je suis sur le plateau de Saclay, je me dis... C'est ici, aujourd'hui, qu'est en train de naître la société de demain. Parmi les centres de recherche qui forgeront le futur, Neurospin, spécialisé dans la cartographie du cerveau humain, une technologie de pointe à l'échelle mondiale. Dans le hall d'entrée, cette photographie de la pose de la première pierre. La photo un peu jaunie, bien sûr, puisqu'elle a un peu plus de 10 ans, mais enfin, ça fait plaisir. Ici, on connaît bien le sénateur. Bonjour, merci pour votre accueil. Sur le plateau de Saclay, on a 15% de la recherche française. On a à la fois ce qu'il y a de mieux dans la recherche académique, dans la recherche industrielle. Et ça, c'est tout à fait unique. C'est ce qu'on appelle un écosystème de recherche et de développement. Notre devoir, c'est de soutenir leur développement, leur implantation et essayer d'apporter notre contribution pour qu'ils travaillent ensemble. Recherche fondamentale, pôle universitaire, développement urbain, les trois doivent se développer ensemble pour Michel Berson. Et parmi les prochains débats politiques à trancher, la place de Polytechnique au sein de ce grand pôle de recherche. Michel Berson, bonjour. Bonjour. Alors peut-être allez-vous pouvoir répondre à cette question. Est-ce que Polytechnique va s'installer sur le plateau de Saclay? Polytechnique est déjà sur le plateau de Saclay depuis un certain nombre d'années, depuis qu'ils ont quitté la montagne Sainte-Geneviève. C'est d'ailleurs l'un des tout premiers grands établissements d'enseignement supérieur qui s'est implanté sur le plateau. Et puis il y avait déjà le CEA, un peu plus loin il y a HEC, un peu plus loin que sur le plateau de Saclay. Bref, aujourd'hui, nous avons sur un espace géographique relativement restreint, comme cela a été dit dans le reportage que nous venons de voir, ce que l'on fait de meilleur en France en matière de recherche académique, c'est la recherche fondamentale, mais également de recherche appliquée, de recherche technologique, puisqu'il y a sur le plateau de Saclay quelques grands groupes industriels qui sont en train, eh bien, disons, de nous apporter ce qu'il y a de meilleur dans notre pays en matière d'innovation. On l'a entendu, hein, tour à tour député, président du Conseil général de l'Essonne, vous avez beaucoup œuvré pour la création de ce pôle universitaire. Est-ce qu'aujourd'hui il est à la hauteur de vos ambitions? Eh bien, écoutez, c'est un pôle universitaire, mais c'est plus que cela. C'est à la fois un pôle scientifique, mais aussi un pôle technologique. Et en plus, c'est là un challenge très, très important, c'est de fabriquer de la ville autour.
car aujourd'hui, encore malheureusement, les centres de recherche, les grandes écoles sont un peu perdus dans la nature. Donc il faut créer de la ville. Et donc on a un projet de développement scientifique, également un projet de développement urbain. C'est un campus urbain qui est en train de se construire. Et puis on fait bien sûr du développement économique. On a les trois: développement économique, développement urbain, développement scientifique. C'est remarquable. C'est unique en France, quasiment unique en Europe. Et l'ambition, c'est d'être dans le top 10, dans les 10 meilleurs plus grands pôles technologiques et scientifiques du monde dans les 10 ans qui viennent. Ouais. Des élus s'inquiétaient, ils étaient nombreux, des difficultés de financement du plateau de Saclay. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, le plateau de Saclay, c'est un très très grand projet. On l'appelle le projet de Paris-Saclay. Il naît grâce à un État volontaire, un État stratège depuis déjà quelques années, depuis une quinzaine d'années, que les différents acteurs publics, l'État, la région, le Conseil général, s'activent et travaillent ensemble. Beaucoup de milliards, je le dis bien de milliards, ont été engagés. À l'heure actuelle, on est entre 2 et 3 milliards. De manière transparente, vous suivez de près, on l'a entendu, ce pôle universitaire technologique scientifique. Est-ce que vous êtes bien assuré de savoir où va l'argent? Alors, ça manque de transparence, c'est évident. Je me suis livré à un calcul de ce qui avait été annoncé et engagé. Et je dois dire que ça a été très très difficile, puisque je vous donne une fourchette 2,8, 3 milliards, sans compter de l'ordre de 1,2 milliard pour réaliser cette grande infrastructure qui est la ligne 18 du métro, qui ira en 2024, j'espère. 2024 aussi, oui. Autour de cette date, il y a beaucoup de polémiques. Vous le confirmez, ce métro? Oui, oui. Pour l'instant, il n'y a aucune raison de dire, de soupçonner, de craindre que l'objectif. Parce que la question des infrastructures, et vous le soulignez, pour justement aller jusqu'à ce plateau de Saclay, est-ce qu'aujourd'hui, les infrastructures sont suffisantes? Insuffisantes. Elles sont aujourd'hui insuffisantes. Alors, il y a ce qu'on appelle un bus à haut niveau de service qui traverse tout le plateau, mais ce n'est pas suffisant. Il faut un métro, et il y aura donc une ligne de métro d'Orly, Massy, Saclay, Saint-Aubin, et ensuite on arrivera à Versailles. Donc c'est un très très grand projet qui nécessite des crédits très importants, et la Société du Grand Paris, eh bien, à l'heure actuelle, a inscrit l'objectif de 2024 pour réaliser ce tronçon, je dirais, stratégique entre Orly et Saclay. Vous souhaitiez que quelqu'un soit nommé pour assurer le pilotage de ce grand projet. Est-ce que vous avez eu gain de cause sur ce thème? Il y a beaucoup d'acteurs, puisque je vous dis, c'est un triple projet. Projet de développement scientifique, de développement économique et de développement urbain. Et par conséquent, beaucoup de ministères interviennent, beaucoup d'acteurs. Il y a des fonds privés, il y a des fonds publics. Et quelquefois, je dirais la feuille de route, le cahier des charges initial, on se demande s'il n'est pas un peu perdu de vue. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, mais pour l'instant je n'ai pas de réponse, ni positive ni négative, qu'il y ait un chef de projet qui ne soit pas, je dirais, une structure de plus, mais quelqu'un qui permette de faire en sorte que les acteurs puissent mieux travailler ensemble, qu'ils puissent être peut-être mieux entendus. Qui doit décider? C'est l'État, la région? C'est l'État qui fixe le cap. C'est un projet, je dirais, national, avec des crédits de l'État, mais aussi de la région, un peu du département. Donc il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de financements, mais je dis, c'est l'État volontaire, l'État stratège qui réalise un tel projet, bien sûr. On a aussi entendu dans le reportage l'aspect préservation des zones rurales alentours. Est-ce que là, le cahier des charges a été rempli? Oui. Là, un très 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 gros effort a été fait pour préserver les espaces naturels, paysagers, agricoles du plateau. Donc là, c'est, je pense, une réussite. Vous savez que le château de Versailles était alimenté en eau. On avait besoin de beaucoup d'eau, avec les rigoles, précisément, qui se trouvent sur le plateau de Saclay. Et bien, ces rigoles, on les a
sauvegarder, restaurer, ça existe toujours. Et par conséquent, non, sur ce plan-là, je pense que l'environnement écologique a été et sera préservé. Il y a un dialogue entre la nature et la ville qui se fait et qui se fait dans de bonnes conditions. Est-ce que ce n'est pas un projet pharaonique, pas trop démesuré finalement? Est-ce qu'il y aura les retombées économiques escomptées? On parle, j'ai pu lire, d'1 point de PIB de plus dans 20 ans. Est-ce que vous confirmez à peu près ces prévisions? Oui, c'est de cet ordre-là. Il n'est pas du tout pharaonique, il est tout à fait, je dirais, à la hauteur des grandes révolutions technologiques qui ont lieu à l'heure actuelle dans notre pays, mais je dirais sur l'ensemble du globe. Le numérique, la révolution numérique, l'évolution génétique, la révolution nanotechnologique, et toutes ces révolutions se développent à l'heure actuelle sur ce plateau. C'est rarissime d'avoir sur un espace géographique assez restreint, à la fois, je dirais, en train de se développer la révolution numérique, la révolution génétique, avec les biotechnologies. Mais est-ce qu'il est attractif pour les jeunes chercheurs aussi français? On sait bien, qu'il y a ce phénomène de fuite des cerveaux avec ces jeunes chercheurs victimes de la précarité qui préfèrent aller travailler à l'étranger. Il est et il sera de plus en plus attractif, d'une part parce qu'on construit des logements qui permettront aux jeunes chercheurs ou plus anciens de vivre avec leur famille. Ce ne sera pas uniquement des chambres d'étudiants ou des chambres de chercheurs, non, on accueillera l'ensemble des familles. Donc il y a des nouveaux quartiers, des éco-quartiers qui sont en train de se développer sur ce plateau. Et par conséquent, de ce point de vue-là, ça sera attractif, mais c'est surtout attractif sur le plan scientifique. Vous savez, quand vous avez Polytechnique, quand vous avez le CEA, le CNRS... Ça, vous l'avez constaté déjà, monsieur le sénateur, sur le terrain, que les chercheurs ont envie de travailler à Saclay? Bien sûr, mais ça, il y a des chercheurs étrangers qui viennent en France. Il y a aussi des Français qui vont à l'étranger. Et c'est bien, il faut qu'il y ait de la mobilité. Oui. Ils vont à l'étranger, mais pas que dans un et ils sens. reviennent après. Oui. Non, c'est dans les deux sens. Oui. Autre question sur le département de l'Essonne, cette fois, le département que vous avez dirigé pendant plusieurs années. Ce département assurait être dans l'impossibilité de procéder au paiement de l'aide sociale pour une partie de l'année 2015. Est-ce que vous comprenez cette décision du nouveau président du département? Non, là, on est dans un domaine, je dirais, qui relève de la polémique, de la posture politique, de la com, comme l'on dit. Non, que le département de l'Essonne est aujourd'hui... On l'a même dit qu'il était au bord de la faillite. Non, il n'y a pas de difficulté financière en Essonne? Non, il n'est pas au bord de la faillite. Il a des difficultés financières comme beaucoup de départements, parce que les dépenses sociales ne cessent de croître et les dotations de l'État sont plutôt stables, voire en légère régression. Et donc ça crée des tensions et des difficultés. C'est vrai pour le département de l'Essonne, c'est vrai également pour d'autres départements. Donc que le nouveau président, veulent mettre en exergue ce mouvement, cette problématique, cette difficulté, je le conçois volontiers, mais là, ça me paraît excessif. Non, la campagne qui est menée me paraît tout à fait excessive, sans nier les difficultés, je ne vais pas le nier, sans nier l'endettement. On dit que l'endettement est colossal, 1 milliard. Vous savez, ça ne veut rien dire. Ce qui est important, ce n'est pas le niveau de l'endettement, c'est la capacité à rembourser. Voilà le vrai problème. Est-ce que vous êtes capable de rembourser vos dettes? C'est ça le problème. Oui, le département de l'Essonne est capable de rembourser ses dettes, même si l'endettement est important, parce que des investissements importants, très élevés, ont été réalisés. On parlait du plateau de Saclay tout à l'heure. Nombre d'investissements que nous avons commentés ont été partiellement financés par le département. Oui, donc il n'y a pas de lien de cause à effet finalement sur les difficultés du département avec la création du plateau de Saclay. Quand vous empruntez pour développer la science, c'est-à-dire inventer, développer la société de demain, je crois que c'est du bon endettement. Un retour sur investissement. Oui, garanti. C'est pour ça que vous avez annoncé un point de PIB, je pense que c'est exact. Merci Michel Berson. C'est maintenant la chronique d'Alexandre Darmon. Alex refait le portrait, c'est tout de suite. Bonjour Delphine. Bonjour Alexandre. Monsieur Berson, bonjour. Bonjour. Vous êtes né en avril 1945, juste avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Exact. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Eh non. Mais bon, vous êtes né à Goussainville. Je dis Goussainville, j'aime bien ce nom de ville, Goussainville. Oui. C'est près de Roissy-Charles de Gaulle, l'aéroport. Oui. Alors je ne sais pas si ça vous a inspiré, mais vous avez beaucoup voyagé dans votre vie professionnelle. Vous êtes à la base cadre dans le secteur bancaire. À l'origine. Donc vous êtes banquier.
Alors non, écoutez, ça c'est... Non, parce que ça m'aurait fait Non, mais plaisir d'avoir un banquier non, qui mais sourit en face de je ne moi. suis pas banquier, j'étais cadre de banque, ce qui est tout à fait différent. En quoi? Écoutez, banquier, c'est celui, je dirais, qui est actionnaire, c'est celui qui, je dirais, est propriétaire du capital, alors que le cadre, c'est celui qui travaille dans un secteur bancaire pour développer notre économie. Alors, vous venez de l'Essonne, vous êtes un élu du terrain, maire, président du Conseil général de l'Essonne, député puis sénateur. Vous maîtrisez la vie politique française. Qui mieux que vous d'ailleurs pour expliquer la différence entre un député et un sénateur? Regardez. Il y a quand même une différence fondamentale entre un sénateur et un député. C'est qu'un député, ça parle beaucoup, alors qu'un sénateur, ça écrit beaucoup. Voilà la grande différence entre le Sénat et l'Assemblée. L'Assemblée parle beaucoup, le Sénat écrit beaucoup, c'est-à-dire? C'est-à-dire que le Sénat a cet avantage de pouvoir examiner les dossiers avec du recul, avec du temps. Vous n'avez pas cité, je dirais, l'âge moyen des sénateurs, mais Oui. il est plus élevé que celui des députés. Donc les sénateurs ont beaucoup d'expérience, sont plutôt des sages. Et c'est la raison pour laquelle la réflexion est quelque chose, le temps de la réflexion est quelque chose d'important au Sénat. À mon sens, plus important qu'à l'Assemblée nationale, où là on est plus dans le temps de l'action. D'accord. En tout cas, vous n'avez pas votre langue dans la poche, vous n'avez peur de rien. Vous allez toujours au combat politique, comme ce fut le cas en 2011, lors des élections sénatoriales. Vous allez présenter une liste dissidente à celle du PS. Et vous savez quoi? Vous allez même gagner. Vous incarnez la sérénité, Monsieur Berson, avec votre écharpe rouge. Vous savez, la force tranquille, regardez. C'est gai, c'est décontractant. Ça permet d'avoir un compagnon lorsqu'on est tout seul. Fiffler, cela permet de se faire un compagnon lorsque l'on est tout seul. On est souvent tout seul en politique. Quelquefois, ça arrive. Ça arrive lorsqu'on va voter sur un texte important, on réfléchit, on est dans son bureau, on est chez soi, ou on marche dans la nature. Et par conséquent, on est un peu seul. Alors on est seul aussi quelquefois lorsque lorsque tu es amené à prendre des décisions importantes au Conseil général de l'Essonne. Là, vous êtes vraiment seul. C'est oui, c'est non. Il y a des risques énormes. Il faut prendre la bonne voie, il faut prendre la bonne décision. Et là, effectivement, on est un peu seul. Mais la solitude n'est pas du tout mauvaise conseillère, pas du tout. Et c'est pour ça que l'on chante Les copains d'abord. Ah, mais ça, oui, ça, c'est autre chose. En tout cas, C'est la aujourd'hui. décontraction, ça, c'est autre chose. En tout cas, aujourd'hui, vous n'êtes plus seul au milieu de l'hémicycle au Sénat auprès de vos 347 collègues. Vous avez l'air de vous y plaire. Vous n'occupez plus d'autres mandats locaux. Est-ce que vous essaierez de garder votre place au Sénat en 2017? Écoute, on verra. Nous sommes en 2016. C'est pas loin. Travaillons. Prenons le temps de la réflexion au Le Sénat. temps de la réflexion, et puis on verra. Même si j'ai parfaitement conscience que mon parcours politique, il est largement accompli depuis l'âge de 35 ans, 32 même, maire à 32 ans. Je terminerai mon mandat de sénateur à 72. J'aurai donc mes 40 annuités. 40 annuités, ça permet d'avoir sa retraite. On verra. 2017, ça sera une très très grosse année politique, Delphine. Merci Alexandre. Merci beaucoup Michel Berson.